Et oui, le regard perdu de Thibaut Courtois sur le banc en disait long sur la victoire arrachée en fin de partie par l'Espagne. Un but peu avant donc ce coup de sifflet final, puisqu'il a été signé par Merino à la 88e minute, crucifiant les rêves de la Belgique. Vous êtes en ligne avec nous, Cédric d'Oliveira, vous qui avez commenté ce match. Bonsoir ou rebonsoir. Salut Annie, salut tout le monde. Ce dénouement était-il tardif mais logique ? Oui, voilà, tardif mais logique. On n'attendait pas l'Espagne aussi, on va dire laborieuse, en tout cas avoir autant de mal à dominer les Belges, qui ont été surprenants, qui nous ont un petit peu fait mentir les observateurs, avoir une équipe solidaire et qui surtout a réussi à revenir dans une partie qui était mal embarquée pour elle, la Belgique, parce que vous encaissez un but à la 30e minute par l'Espagne, le rouleau compresseur, ça finit par rentrer avec une petite erreur de Thibaut Courtois, Fabien Ruiz qui marque derrière, vous arrivez à égaliser 10 minutes après, franchement belle réaction des Belges, mais c'est vrai que l'Espagne, on va dire qu'au point a fini, en tout cas sa philosophie de jeu, ce côté comme ça avec les vagues espagnoles qui n'arrêtaient pas sur les Belges, ça a fini par payer, même si les Diables Rouges ont eu plusieurs opportunités de pouvoir embêter les Espagnols, avec notamment un Jérémy Doku qui a été vraiment très très bon aujourd'hui à Los Angeles. Et vous voyez, c'est une autre erreur de Lamens, le gardien remplaçant. Elle est encore plus importante que celle de Thibaut Courtois. C'est les deux mêmes buts et on peut regretter le manque de présence de la défense belge, qui a pourtant fait un très très bon match par ailleurs. Mais la Roja, qui s'en sort, je vais dire, qui n'a pas non plus complètement convaincu avant de retrouver une équipe bien plus compétitive en demi-finale. Oui. Franck Simon, sur cette défaite de la Belgique, peut être due effectivement à ce changement de gardien qui a joué un rôle important. On l'a vu, Thibaut Courtois est pas mal sollicité jusqu'à ce moment-là. Effectivement, après, c'est vrai que c'est un élément à prendre en considération, l'entrée d'un gardien qui avait pas beaucoup de sélection au moment d'être appelé pour remplacer le monument national, Courtois. J'ai cru comprendre qu'il avait à peine 3 caps en fait avant ce match. C'est trop peu pour ce type de rendez-vous. Il n'aura pas de cape de super-héros ce soir. Non, il n'a pas endossé du tout la cape du sauveur. Mais bon, malheureusement, il y a l'Espagne. On en a parlé entre nous. On en a parlé entre nous avant l'émission. En fait, ils se sont compliqués la tâche, les Espagnols. Oui. Ils peuvent très bien plier bien plus tôt en première période. Et ensuite, j'aimerais bien vous entendre, mes chers camarades, mais je trouve que c'était super stéréotypé, ce qu'ils essayaient. On allait systématiquement du côté d'Yamal, mais qui n'y arrivait pas, qui piétinait. Il a réussi à passer vraiment une fois. Qui était bien aussi marqué. Et d'ailleurs, il a réussi à passer une fois, mais en ne jouant pas un jeu soliste. Parce que le premier but espagnol, il est quand même sur l'avant-dernière passe. C'est son décalage qui fait effectivement, c'est là où Franck, je suis totalement d'accord avec toi, c'est qu'il est moins bon en 1 contre 1, on va dire. Ça passe beaucoup moins. Alors effectivement, c'est toujours un danger parce qu'il mobilise quand même 2 ou 3 adversaires. Mais finalement, quand tu es un peu moins bien, tu peux aussi utiliser ta qualité de passe. Et c'est ce qu'il a quand même fait sur le premier but. Ouais. Le problème, c'est que par rapport à il y a 2 ans, et on fait toujours la référence de l'Espagne aujourd'hui avec celle d'il y a 2 ans, championne d'Europe, parce qu'elle était irrésistible, c'est qu'avant, du côté, t'avais Yamal d'un côté, et si ça marchait pas, à l'opposé, t'avais Nico Williams. Ouais. Et comme Lamine Yamal a tiré, ce que disait Nabil, et il a raison, il a tiré toujours du monde sur lui, ça libérait de l'espace à l'opposé. Là, ils peuvent pas, parce que malheureusement, Baena est un bon joueur, mais c'est pas le niveau de Nico Williams, et ce qui fait que c'est une équipe qui est un peu boiteuse, l'équipe d'Espagne. Tout à fait bancal. Mais je suis d'accord. C'est stéréotypé. On dirait qu'elle est sur 2 cylindres, quoi. Ouais. Mais après, honnêtement, l'Espagne s'en sort miraculeusement en première période. Elle doit mener 2-0, elle doit fermer ce match à la mi-temps. La Belgique s'en sort miraculeusement. Et après se libérer. Vous avez quand même vu rentrer Nico Williams dans cette équipe espagnole, Cédric ? Ouais, Nico Williams qui est rentré dans les dernières minutes, qui a essayé aussi comme il l'a pu, on va dire avec ses moyens du moment, de provoquer. On l'a vu tenter quelque chose là sur son côté gauche. Il était aussi à la retombée sur le deuxième but de Merino qui a été un poil plus rapide que lui, mais sinon c'était lui qui reprenait le ballon. Ça aurait pu le mettre en confiance. Ils étaient 2 les Espagnols là pour marquer ce deuxième but. Donc je suis pas sûr qu'on le voit titulaire contre la France, mais il essaye de reprendre du rythme, Nico Williams.
Après, voilà, on est très très loin de l'homme qui avait brillé lors de l'Euro. Voilà, on a parlé durant la retransmission des ailes de l'enfer côté espagnol pendant l'Euro. Voilà, Yamal et Nico Williams, c'est plus ce que c'était. En tout cas, c'est plus encore ce que c'était. Est-ce que ça va suffire pour aller chercher la Coupe du Monde ? Je ne sais pas, mais les deux à des, on va dire, ils sont pas au même rythme, en tout cas pas au même niveau de reprise, on va dire de retrouver leur physique. Voilà, je ne sais pas si ça va suffire contre la France. Franck, est-ce que ça peut suffire avec Olmo et Oyarzabal par exemple ? Ben là, concrètement, ils ont marqué le deuxième but alors que ni Olmo ni Oyarzabal n'étaient encore sur les terrains. Ils avaient été remplacés. Le joueur, le gunner. Le super sub, le gunner Michael Merino a fait encore le travail, comme au tour précédent, comme dans les derniers instants contre le Portugal. Donc voilà, pour le coup, on peut pas dire que ce soit un mauvais choix. On le fait entrer parce qu'on sait que c'est le moment opportun et en quelques minutes, il est capable de faire la décision. Mais Williams, qui était là un petit peu plus tôt que lui, je crois, pour moi, je le trouve très brouillon. Voilà, il avance pas vraiment, quoi. Il est là, mais sans être, on va dire, impactant. Voilà. La preuve, c'est qu'il entre à la 79e minute de jeu. Dans un match où l'Espagne n'arrive pas à trouver la solution, s'il était réellement en forme ou à 100%, il serait rentré beaucoup plus tôt, il aurait mis le feu. Bien sûr. Et les Belges ont eu des situations. Pardon, Cédric ? Non, je disais juste simplement pour abonder dans le sens de Bruno, mais il aurait été titulaire. Oui, en plus, bien sûr. Enfin, c'était été en grande forme. Bien sûr. Et les Belges ont eu des situations. Alors voilà, parlons de la prestation des Belges, parce qu'ils ont résisté jusqu'à la 88e minute. En tout cas, ils les ont tenus en échec. On se demandait s'il y aurait au moins prolongation, même si ça n'aurait fait que prolonger les choses. Eux, quelque part, ils ont réussi leur match. Ils ont failli réussir leur coup, parce que c'est toujours difficile de jouer l'Espagne, parce que des fois, on a l'impression que ça ronronne, mais ils font courir le ballon, et quand vous êtes un adversaire, vous avez quand même des kilomètres, et puis certains se sont réinventés pendant le match, preuve que ça a été quand même bien étudié. Doku, pour le coup, il a plus passé son temps à défendre presque qu'à attaquer, donc c'est qu'on avait bien compris qu'il fallait bloquer le côté de Lamine Yamal. Rappelons quand même qu'ils ont eu un coup dur à l'échauffement, et ça compte, et ça compte pas pour du beurre, avec Tielemans qui a dû laisser sa place pour blessure musculaire à l'échauffement. Donc ils ont eu un coup dur, et même pour le reste du groupe, de voir un coéquipier important depuis le début du tournoi face à une équipe qui est capitaine. Donc du coup, moi, en fait, ils font leur match, les Belges, et sur quelques coups, avec un peu de réussite, ils auraient pu aussi pourquoi pas l'emporter. Il y a eu cette situation, moi, qui me revient à l'esprit, qui s'est pas joué à grand chose là. Oui. Sur le côté quand le gardien sort. Oui, voilà. Et puis il aurait presque pu avoir une main de Rodri là, sur le double contact à un moment avec le ballon, avec un peu de baraka. Vous savez, cette réussite, ce petit truc là, qui peut vous faire basculer. Ils en étaient pas si loin que ça. Oui, Cédric. Non, mais oui, il y avait le 1-2 aussi entre Doku et De Bruyne sur le côté gauche. Mais c'est vrai que là, cette main, elle aurait. Bon, on comprend pourquoi elle n'a pas été sifflée, parce qu'il y a eu la tête de la porte. Voilà. Mais dans l'esprit, voilà, elle n'a pas sifflé. Mais c'est vrai que, comme vous dites, Nabil, c'est vrai que en tout cas, on a vu des situations qui auraient pu plus mal tourner pour l'équipe d'Espagne. Et la Belgique, franchement, elle a fait ce qu'elle a pu avec ses moyens du moment. Elle est tombée sur une équipe qui est plus forte qu'elle, faut le dire. L'Espagne, c'est plus fort sur le papier, c'est plus fort collectivement, c'est plus fort individuellement. Et on pensait pas, moi-même, je ne pensais pas que l'équipe belge était capable d'aller embêter l'Espagne comme ça. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui le pensait. Mais il faut quand même saluer le travail de Rudy Garcia. On l'a critiqué parfois sur ses sorties. Enfin, moi, je sais le travail de Pactio sur Sénégal-Belgique, surtout. Non, mais il a aussi. Non, mais que ça soit face aux États-Unis, quand il sort toutes les stars et qu'ils affichent leur meilleur visage de la Coupe du Monde. Et là, ce soir, où il remet des stars, il remet De Bruyne, il remet Doku, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il rechange ses plans. Et en fait, ils font un super match. Et là, pour le coup, c'est sa patte. Il faut rappeler que Rudy Garcia, il aime bien jouer contre les gros. Il aime bien quand il est outsider. En 2020, lors du Final 8 en Ligue des Champions, c'est lui avec Lyon qui sort le City de Guardiola. Donc il aime bien réaliser des coups comme ça. Et là, il est quand même pas loin de sortir l'Espagne. Non, mais avec la réussite. L'Espagne méritait. Avec la réussite, mais le gros match du tournoi, c'est quand même celui face aux États-Unis. Ils ont sorti le pays hôte. Ce qui n'est jamais simple. Et c'était une équipe dynamique, verticale, avec de la qualité. Et ils ont réussi pour le coup vraiment un match accompli. Ils n'ont pas fait un bon match, Nabil, les États-Unis, vraiment. Oui, mais d'accord, mais c'est parce qu'il y avait des Belges en face. Ils n'arrivent pas à jouer. Ouais, mais c'est aussi parce que après, faut pas relativiser un 4-1 chez un pays autre.
Non, mais je trouve que les États-Unis ont fait vraiment un très mauvais match et c'était leur plus mauvais match de la compétition aussi. Donc voilà. Peut-être à relativiser aussi la performance belge. Il y avait eu un contexte aussi, on se souvient, qui avait peut-être influé sur la dynamique des uns et des autres. Franck ? Ouais, moi je trouve que pour le coup les Diables Rouges belges ont montré le chemin à l'équipe de France puisque c'est le prochain adversaire de l'Espagne. Et ils ont montré que cette équipe pouvait aussi concéder des buts, en tout cas au moins un. Et des situations. Et des situations, merci Bruno. Et puis c'est un but qui est bien construit, quoi. Enfin, je veux dire, Koubarsi, il est où ? Il est plus là en fait, sur le coup de tête du grand Charles de Kettler. Ah oui. Et c'est des buts qu'on voit presque plus parce qu'en général, on ressort toujours le ballon. Alors il y avait un peu d'espace, mais vous savez, des centres au premier poteau coupés de la tête de manière décroisée. Ouais. Aujourd'hui, ça a tendance presque à disparaître. Alors, la Norvège sait bien faire avec Haaland. Oui, mais là c'est bon. Mais tu l'as dit avec Haaland, ça aide. Oui, mais ils sont de la même taille. Non, mais donc moi, j'ai presque apprécié revoir un but comme ça à Nice. J'ai l'impression que c'est un but d'un autre temps, avec un débordement, un centre et un attaquant qui vient couper au premier poteau. Ils s'y attendaient pas en tout cas. Le football que j'ai connu. Maintenant, en fait, tu ressors, tu repasses de l'autre côté, tu fixes, tu repasses de l'autre côté. Ça, c'était les Espagnols. Mais les Belges ont fait une action je trouve, ils ont récité. Non, mais t'as raison. C'est une très belle chose. Franck a raison parce que Charles s'en charge en fait. Si t'as un Lukaku qui a 100% ou ne serait-ce 80% de ses possibilités, je pense que la Belgique, avec les espaces que laisse l'Espagne, elle les pousse, ils peuvent leur faire mal. Et là, ils ont clairement ouvert la porte ou montré en tout cas ce que l'équipe de France peut faire. Et avec la vitesse, parce que les attaquants suisses manquaient de vitesse parfois, pour profiter des espaces. Belge, pardon. Et les Français, avec Mbappé, avec Dembélé, avec Barcola Oudoué, ça pourrait faire très mal. Franck, Charles de Kettler, on l'avait déjà vu s'illustrer en marquant un but dans cette compétition. Alors, je ne m'en souviens pas, je m'en voudrais pas, j'ai pas vu tous les matchs des Diables Rouges, mais ce qui est certain, c'est que c'est un vrai atout. Justement, je crois que c'était contre les États-Unis d'ailleurs. C'est possible. Il est rentré à ce moment-là, ouais. Mais il y a de la façon dans toute les lignes de cette équipe de Belgique, il y a de la qualité. Et alors lui, effectivement, grand gabarit, mais il y a de la finesse aussi dans le geste technique, il y a de la finesse. Et c'est pas un avant-centre, c'est pas un en plus, voilà, c'est pas un j'allais dire le manque d'efficacité et là il l'a. Ils ont trouvé. Mais il y a beaucoup d'équipes qui ont réinventé des joueurs comme ça, des milieux offensifs ou des Barry avec le Maroc par exemple. C'est intéressant justement cette évolution. On a même l'Algérie, ils ont testé Aouar en faux neuf, pour vous dire. Pas avec la même réussite. Pas une réussite. En tout cas, Cédric, la Roja, qui est arrivée à ce stade de la compétition en quart de finale sans avoir encaissé aucun but, là, elle en a pris un et ça a mis fin à un record, selon Opta, de 649 minutes. Oui. Ouais, c'est ça. Fin de série. Fin de série, ouais. La dernière fois, c'était un but face au Japon en phase de poule de la Coupe du Monde 2022. Donc c'est vous dire. Alors après, derrière, il y avait eu le match nul 0-0. Enfin, le match nul, en tout cas la qualification du Maroc au tir au but. Mais match nul au Roja et qui a pris, je rejoins Nabil, un but qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir. Mais les Belges, franchement... Ouais, puis ils y ont cru et peut-être par excès moi j'ai vu un peu peut-être un excès de confiance de la part de l'Espagne qui se disait c'est bon, il y a 1-0, maintenant on va pouvoir gérer, on va dérouler, on n'a plus qu'à dérouler ce qu'on sait faire de mieux. Et défensivement en tout cas on les a vus un peu plus en difficulté et encaisser ce but. Et ils ont obligé la Roja à défendre jusqu'au bout. Parce qu'il y a eu encore, des actions, des opportunités, notamment dans le couloir gauche là, ce centre qui va devant la ligne de but et qu'il a fallu quand même bien dégager. Donc voilà, ça veut dire que jusqu'au bout, ils ont poussé cette équipe dans ses derniers retranchements. C'est une victoire, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, honnêtement. Dans les derniers instants. Alors qu'il Espagne impressionnante. Depuis le début de la Coupe du Monde. Non, mais ils sont là. Ils sont là parce que c'est un train qui arrive à l'Euro. Ils sont moins impressionnants qu'en 2010 où ils avaient gagné à chaque fois d'un but d'écart. Même de l'Euro. Même du dernier Euro. Rappelons-le, quoi. Ils avaient perdu aussi un match en 2010, Oui, le premier. Mais bon, ça reste une équipe dangereuse. Est-ce qu'elle est en trompe-l'œil ou est-ce que c'est notre œil qui se trompe? La question est là, Annie. C'est beau, c'est pas bien. Nabil, quelle que soit l'heure, il est là. Il est à l'heure lui aussi. Alors justement, projetons-nous, on aura le temps la semaine prochaine, mais quand même, cette équipe de la Roja, c'est celle qui va retrouver la France en demi-finale. Cédric, pendant l'émission, on se disait, qu'est-ce qui valait mieux pour la France? Est-ce que c'était la Belgique? Est-ce que c'était l'Espagne? Quel est votre avis? Alors, mais quel est le sens de la question? Parce qu'il peut être... Quel n'était pas facile pour nous. Quel aurait été l'adversaire le plus facile finalement pour la France?
je pense que l'adversaire le plus facile était la Belgique. Le mieux jouable. Ouais, bon, c'est ce qu'on se disait en regardant le match. Voilà. Mais en revanche, je ne suis pas sûr que ce soit mieux ou moins bien de prendre l'Espagne. C'est simplement que quand on voit ce que montre l'équipe de France depuis le début de cette Coupe du Monde et surtout les joueurs qui la composent et cette envie, on va dire, de remettre les pendules à l'heure aussi. Donc j'ai envie de vous dire, le parcours rêvé pour la France, c'est de prendre l'Espagne et de se qualifier en demi et de battre l'Argentine en finale, parce que pour on va dire un peu chasser les démons, que ce soit 2024 ou 2022 pour cette génération. La Coupe du Monde face à la Norvège ou l'Angleterre. Même si on gagne la Coupe du Monde, je peux vous dire que ce sera le parcours rêvé. Oui, bien sûr, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi cette envie, voilà, de faire passer un message supplémentaire et voilà, de domination, et que évidemment que footballistiquement parlant, l'Espagne est supérieure à la Belgique, mais que ça n'a pas l'air de faire peur, en tout cas à cette équipe de France, et qu'il y aura une belle opposition de style. Et mais l'Espagne n'aura pas peur non plus, parce qu'elle est totalement convaincue de son projet de jeu qu'elle a depuis 30-40 ans, et que même des échecs en Coupe du Monde, même des échecs dans les grandes compétitions, ça ne la fait pas changer de philosophie, donc voilà, de style. Donc voilà, ce sera intéressant. Oui, on voit bien qu'avec De La Fuente, on reste sur les mêmes rails. Bruno, comment vous voyez cette confrontation ? Belle déjà, parce que quand on a vu les tableaux se dessiner, on rêvait tous d'une demi-finale France-Espagne, parce que c'est ce qui se fait de mieux en Europe aujourd'hui. Je dis pas dans le monde, mais peut-être dans le monde bientôt. Mais non, puis c'est deux équipes assez qui veulent la possession. En tout cas, c'est nouveau chez l'équipe de France, ils veulent avoir la possession. Mais moi, je pense surtout que c'est une équipe qui convient parfaitement aux qualités de l'équipe de France, de vitesse, de puissance, on est capable de leur faire très très mal en transition. Peut-être qu'on ne jouera pas en transition, on verra. Mais voilà, pour moi, la France est légèrement quand même favorite sur ce qu'ils ont montré les deux sur cette Coupe du Monde. Jusqu'à présent. L'équipe qui fait peur, si on nous demande qui fait peur aujourd'hui, est-ce que c'est l'Espagne ou est-ce que c'est l'équipe de France ? Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est l'équipe de France. Ouais, et surtout qu'Yamal ne fait moins peur. C'est-à-dire ce qui pourrait être un de leurs fantastiques, alors que nous on en a 4. Entre guillemets, même si ce qui est fantastique ces jeux, c'est quand même leur manière de jouer avec des joueurs anti-stars comme Olmo, un logiciel de jeu de joueurs entre les lignes. Ils sont très forts pour redoubler les passes, se connaître. On sent qu'ils ont un peu 200 000 km au compteur, c'est-à-dire à toi, à moi, c'est quelque chose qui est en eux. Et évidemment, Cédric a raison de le rappeler, parce que c'est un logiciel de jeu, c'est-à-dire qu'ils ont des certitudes. Eux, de toute façon, ils peuvent toujours se rassurer avec ça, peu importe l'adversaire qu'ils affrontent. La question, c'est le facteur X quand même. Vous parliez tout à l'heure d'une équipe à 2 cylindres sur un côté, des racines et des ailes. Il y a pour l'instant seulement... encore des racines. Encore les racines. Voilà. Encore des racines, c'est pas vraiment les ailes. Voilà. Les ailes, elles sont un peu coupées. Et en fait, tout va dépendre aussi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois, de Yamal. Toutes les grandes stars ont démarré leur tournoi complètement. Il y en a qui sont encore présentes, on verra celles qui restent ou pas. Mais lui, alors on sait qu'il est arrivé blessé, mais c'est pas le Yamal que j'avais vu contre l'Inter de Milan, je trouve que ravager Di Marco. Non, mais attends, je sais pas ce qu'en pense Cédric, mais j'ai eu quand même le sentiment dans ce match qui était meilleur. Par intermittence, par morceau, par moment, par fulgurance. Ouais, il y a eu des fulgurances. Ce qu'il fait en première période quand il fait le double contact, ça et qu'il y a la blessure de Doku, la faute de Doku. S'il n'y a pas faute et que Yamal ouvre le pied, on se dit il va la mettre petit filet parce que c'est son type d'action. Franchement, il est en train de revenir. Ça prend du temps. Il a été lancé trop vite aussi dans cette compétition. Voilà, il est rentré contre le Cap-Vert sur le premier match, si je dis pas de bêtises. Donc et puis le facteur, c'est aussi Nico Williams, quoi. On l'a vu rentrer. Est-ce que c'est un joueur qui va reprendre un peu de temps de jeu encore ? Cédric, vous l'avez vu. Vous avez vu un peu de mieux aussi du côté du jeu de Yamal ? Ouais, bien sûr. Je suis assez d'accord avec Franck. Il y a plus il est plus saignant, il est plus juste. Et c'est lui, encore une fois, qui décale Porro sur le premier but. On l'a dit pendant la retransmission, mais ça vient un peu de lui, de sa justesse technique. Moi, j'ai un bémol. C'est quelqu'un on le sent très frustré. Vraiment. Oui. Et il force un peu les coups. Je sais pas si vous avez vu, des fois il force un peu les coups, notamment sa spéciale là, pied gauche. Il l'a fait 2-3 fois. Il force un peu. C'est un truc qu'il maîtrise, mais là c'était il pourrait peut-être un peu plus varié. Effectivement, il pourrait être un peu plus varié parce qu'on sent qu'il veut faire le crochet supplémentaire. Voilà. Et puis c'est presque comme s'il voulait aussi son highlight, son but exceptionnel. Très clairement, il le cherche. Les autres de son standing, les autres sont au rendez-vous. Et on voit les highlights d'Haaland, les highlights de Mbappé, les highlights de Messi, les highlights de Kane. Donc après, voilà,
Après, contrairement aux autres, parce qu'on parle d'Haaland, de Kane, d'Mbappé, c'est tous des neufs, c'est tous des joueurs, je vais pas dire qu'ils sont en bout de chaîne, mais qui sont servis par les autres, qui sont mieux entourés. Enfin, Dembélé, c'est pareil, il est au rendez-vous. Non, mais Yamal, dans le jeu un peu moins, mais par contre, Yamal, il faut qu'il se crée lui-même les occasions. Est-ce que Haaland est mieux entouré qu'Yamal? Ça, c'est on va en parler. Non, pas avec vous, mais on va en parler d'ici peu. Non, mais Franck, sur ce non, mais je veux dire. Ouais. Vas-y, Cédric, je t'en prie. Non, c'était juste. Non, c'était une question pour Bruno. C'était le fait que Yamal est-ce qu'il était moins bien entouré que d'autres. Il y a quand même des joueurs autour de lui. Haaland, c'est pas à lui de créer. Ken, il peut créer, mais c'est plutôt un avant-centre. Là, c'est à lui de créer un peu. Et on voit bien que sur un côté, il y a des prises à deux, déjà, c'est nouveau aussi. Ouais, il est bloqué. Il n'y avait pas forcément toujours ça il y a 2 ans. C'est à lui de ressortir le ballon. Il est moins bien, il est pas à 100%, ça se voit aussi. Il y a des éclairs, effectivement. Il y a cette action où, à un moment donné, il fait un petit numéro sur la ligne de but, il se fait écarter du bras. S'il n'y a pas faute, c'est pareil, il passe, et on ne sait pas ce qui peut se passer derrière. Il a encore des fulgurances, il n'est pas à 100%. Mais bon, ça penche beaucoup sur son côté quand même. Ça oui, exclusivement. Olmo, il a le ballon, il va regarder à droite. Il n'y aurait pas un peu plus de simplicité? Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'un peu plus de simplicité dans son jeu? Oui, probablement. Parce que quand on voit le logiciel justement espagnol, et la simplicité, il l'a sur le but que marque l'Espagne, sur le premier, c'est lui qui fait le décalage. Donc c'est vrai. Il est capable de l'avoir. Une dernière chose, à l'issue de ce match, vraisemblablement, Bruno Constant, c'était le dernier match de Kevin De Bruyne, en tout cas sous le maillot belge, sous le maillot des Belges. On voyait son visage. Et sans doute Thibaut Courtois, parce qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas repartir pour 4 ans. Effectivement. Mais non, mais c'est une légende, enfin même 2, parce que pour moi je les associe, et c'est 2 énormes légendes du football mondial. Et moi je me suis régalé à voir Kevin De Bruyne, un peu moins ces dernières années, parce qu'on voit bien qu'il a moins les jambes. Et il fait moins de différence. Oui, et deuxième saison un peu compliquée. Et lui, sa qualité première, c'était aussi la passe. Et pour briller sur la passe, il faut être bien entouré aussi. Et ça fait un moment qu'il est un peu moins entouré en équipe de Belgique. Donc voilà, c'est triste, mais ça restera un immense joueur, en tout cas en Belgique. Courtois aussi, il s'inscrit dans la lignée des grands gardiens de buts internationaux. Il y a une super école de gardiens en Belgique, mais lui, pour le coup, il a le standing mondial, quoi, en fait. Hein. Il restera. Quand on parlera des gardiens de légende du football mondial, et on en parlait avec Nabil, il est peut-être juste derrière Manuel Neuer. Il sera sur le 21e siècle, c'est une certitude. Mais il est pas loin. Hein. Il est juste derrière Neuer. En tout cas, Cédric, c'est vrai que cette Belgique, elle était un peu inattendue au vu des premiers matchs du tournoi, et elle sera allée jusqu'en quart de finale. On se souvient qu'en 2018 c'était une demi-finale, ça avait été contre la France, et finalement l'équipe de Rudi Garcia l'aura agréablement surpris. Oui, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure déjà. C'est vrai qu'en 2018, elle était une des favorites du tournoi, et elle avait réussi notamment à éliminer le Brésil. Elle était tombée sur une équipe de France qui avait complètement annihilé son jeu. Mais la Belgique était favorite en 2018. Là, on ne l'attendait pas, en tout cas jusqu'en quart de finale. Il y a eu une phase de poule assez moyenne. Elle est sortie première d'une poule, on va dire assez faible, et après tout a changé. La bascule, oui, c'est cette fin de match contre le Sénégal. Encore une fois, moi je pense que c'est quand même le Sénégal qui s'est plus sabordé qu'autre chose, mais c'est vrai que vous construisez dans ce genre de scénario, parce que derrière il y a une prolongation, donc vous allez chercher une qualification, donc derrière vous jouez le père organisateur. Il y a cette affaire Balogun qui permet aussi de se dire il y a une injustice, donc regardez, on va faire un bon match, et on va éliminer les États-Unis. Et il y a eu aussi la blessure d'Onana pendant ce match. Pareil, c'est des genres de trucs qui permettent de fédérer. Et là, ils sont tombés sur sans doute, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. Il restait sur un euro décevant. Il restait sur un euro décevant. On arrivait à la fin de la génération dorée. On se disait comment ils vont repartir. Et en fait, là, on a découvert des joueurs intéressants. Et finalement, il y a une génération qui pousse. Et le travail de Rudi Garcia va peut-être les aider à remonter un peu la pente. C'était une équipe qui était déjà en transition. Et qui finalement quitte cette compétition, mais plutôt la tête haute. Merci beaucoup Cédric d'avoir été en direct avec nous.